Merci de nous retrouver pour la dernière ligne droite de cette édition du 30 Audace avec nos invités qui sont déjà en plateau. Jean-François Yinga, bonjour. Bonjour à mes copanélistes, bonjour à vos milliers d'auditeurs. Vous êtes militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, un communicant qui, on va dire, n'est pas seulement cloîtré dans la ville de Yaoundé, même si vous êtes beaucoup plus basé à Yaoundé, mais il arrive que par devoir, vous vous retrouviez à Douala et parfois au-delà de Douala pour servir votre parti politique. Oui, justement, nous servons le parti, nous servons le Cameroun, puisque beaucoup plus je suis à Douala et aussi à Yaoundé, comme je suis conseiller municipal, président de la commission des finances à la mairie de Mankomo, donc j'essaie d'accompagner le maire dans ses activités. Merci à vous, cher monsieur conseiller municipal, d'être avec nous. Vous êtes un élu, donc avec nous en plateau. Lulen Dama, bonjour. Bonjour Sylvestre, bonjour à tous mes copanélistes, bonjour aussi à tous vos nombreux auditeurs. Militant du PCRN, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale, qui est porteur, je ne sais pas si c'est le PCRN qui est porteur de ce projet, mais c'est en tout cas lui qui le condense dans un ouvrage, une thématique qui suscite pas mal de commentaires pour lui. Non, effectivement, c'est le PCRN qui est porteur du projet, le projet d'un nouveau modèle de gouvernance d'État. Le fédéralisme communautaire. L'ouvrage est en train de sortir de l'imprimerie, donc d'ici quelques jours, vous serez mis à contribution pour la vulgarisation de cet ouvrage. Donc, d'ici quelques jours, il y aura une communication un peu plus large sur cet ouvrage du président national Cabral Libi qui explique, n'est-ce pas, parce que vous savez, à chaque fois qu'on parle du fédéralisme communautaire, les gens nous demandent comment pensez-vous l'implémenter, est-ce que ça sera possible au Cameroun? Donc tout est dans cet ouvrage, donc il faudrait juste se l'approprier pour voir, n'est-ce pas, la vision, n'est-ce pas, de l'implémentation de ce fédéralisme communautaire. Parce que ce sera nouveau au Cameroun. Merci à vous d'être sur le plateau, Lionel Dama. On parlera certainement l'un de ces quatre de ce fédéralisme communautaire. Guy Laurent Coin, bonjour. Bonjour Sylvestre, bonjour à vos millions d'auditeurs et télé-auditeurs aussi. Je crois que vous êtes peut-être en live bien sûr. Sur la toile. Bonjour à nos copanélistes de ce matin et surtout un bonjour spécial à nos amis qui sont pris en otage par la dictature reptilienne qui continue encore à confisquer les Camerounais dans toute On a d'ailleurs vu ces images qui suscitent que vous beaucoup, avez vu. Bonjour spécial à beaucoup d'insoutenabilité sur la toile. Bonjour spécial à Papa Oufo qui est encore enchaîné sur son lit d'hôpital alors qu'il suit des soins à l'hôpital La Quintini. J'ai passé toute la journée d'hier avec lui, le MRC qui continue à prendre soin de tous les détenus politiques. Ce n'est pas facile, on en convient. Nous avons fait 10 mois, déjà la première vague a fait 10 mois à Kondengue avec le président Maurice Kamto. Le parti a pris soin. Parmi lesquels vous Oui, bien sûr. Nous avons... Le parti a pris soin, j'aime pas beaucoup parler de moi, je parle du parti. C'est moi qui parle de vous. Voilà, donc le parti a pris soin de ces détenus politiques pendant ces 10 mois et puis nous avons continué la résistance. C'est un travail qui a été commencé par des précurseurs de l'UPC avec Uniobe. Aujourd'hui, le MRC est dans la logique de la lutte pour la véritable indépendance du Cameroun. Malheureusement, le RDPC empêche que les choses aillent très vite et donc continue à nous garder dans les girons de, on va dire quoi, la colonisation. Merci. Donc, au-delà de votre casquette de militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun, beaucoup ne le savent pas. Vous êtes militant écologiste, vous maîtrisez bien les questions d'agenda 21, etc. Nous y avons travaillé sur d'autres sujets. J'ai vu que vous avez relancé l'émission Idée verte. Bien évidemment. On en reparlera, rassurez-vous. Et notre cher ami Guy Hervé Fongan, directeur de publication de The Politics Hebdo, est avec nous en plateau. Bonjour. Bonjour Sylvestre et bonjour aux millions d'auditeurs de cette radio. Et j'ai du mal à résister à la tentation de dire toute mon admiration devant votre professionnalisme qui force le respect et surtout l'admiration grâce à vous et à une nouvelle raison, l'audace d'espérer qu'une autre radio est possible. Et
Et je tenais à vous saluer pour cette bravoure et ce professionnalisme et cet engagement qui force encore admiration et respect. Merci infiniment à vous et c'est avec votre audace à tous que nous atteignons, nous l'espérons, les objectifs que nous nous sommes tous fixés, ceux d'amener le Cameroun vers l'émergence. Jean-François Yinga, sous-développement des villes au Cameroun, est-ce la conséquence d'une trop centralisation du pouvoir? Ok, quand on parle de développement des villes, je ne sais pas si c'est sur le plan infrastructurel ou bien... À tous les niveaux, hein? Ok, à tous les niveaux. Moi, je ne pense pas. J'ai aimé ce thème parce que c'est un thème... Vous êtes d'ailleurs un élu local. Oui, oui. Je voudrais dire au public, aux auditeurs qui nous écoutent, que le Cameroun fait face à plusieurs problèmes, notamment depuis... Et avant même la session du président Paul Biya à la magistrature suprême, vous savez, lorsque le président Paul Biya accède à la magistrature suprême, peu de temps après, nous avons la dévaluation du franc CFA et bien de choses s'en suivent. Maintenant, le sous-développement du Cameroun, comme dans tous les pays africains, émane de plusieurs choses, entre autres, la monnaie que nous utilisons. Il faut que les Camerounais le sachent, que notre monnaie repose sur une autre monnaie et qui repose sur la puissance extérieure. Ce qui fait que le développement ne peut pas aller comme nous le souhaitons. Ça, c'est de un. De deux, maintenant, les opérateurs économiques de notre pays ne créent pas de richesse. Je vais le dire comme ça, je suis un peu très cru. Nous faisons beaucoup plus dans ce qu'on appelle le buy and sell. Pourtant, les opérateurs économiques de notre pays que vous évoquez, que vous citez, portent plus de 60% de l'économie du pays. Oui, ils portent ça comment donc? C'est le comment est-ce qu'ils portent ça? Je vais vous dire que peu sont ceux qui créent la valeur ajoutée. Vous voyez, nous excellons beaucoup plus dans ce qu'on appelle le buy and sell, c'est-à-dire nous achetons et nous revendons. Et là, ça crée un déficit de la balance commerciale et notre économie sort beaucoup plus. Il faut voir cela. Ça crée ça crée beaucoup de problèmes dans le cadre du développement. Maintenant, on ne va pas tout reposer sur le pouvoir central. Vous savez, les mairies sont un peu comme des petits États dans les villages. Et cela, il va aussi, nous appelons aussi, nous rejetons le tort sur les mairies, sur un certain nombre de maires qui ne veulent pas entrer en gestation. Vous voyez. Pourtant, vous savez que dans ces mairies, même pour acheter un stylo, il faut se référer au pouvoir central qui localement est représenté par le préfet. Non, pas tout le temps, pas tout le temps. Ça c'est, je suis un élu. Je vais vous dire que depuis que je suis au conseil, c'est nous qui prenons nos décisions. C'est-à-dire, c'est nous qui prenons nos décisions. Le préfet est là pour nous assister. Oui, vous n'avez jamais vu une mairie ici où 25 conseillers sont sortis sous prétexte que le préfet refuse de valider quelque chose. Puisque si le préfet refuse, nous sommes élus, nous pouvons sortir et abandonner le conseil au préfet. Donc ça, c'est une fausse excuse. Lorsque nous disons au préfet, par exemple, à Bancomo de récemment, nous avons dit que nous voulons la police municipale. Et le préfet a dit vraiment, vous avez beaucoup de choses à faire, la police municipale n'est pas très nécessaire pour le moment, étant donné que la police peut vous prêter main forte. On lui a dit, madame le préfet, nous sommes en Bancomo et nous travaillons en Bancomo. Nous voyons l'importance de la police municipale en ce moment. Et ça a été un long débat, mais fin de fin, elle a vu que nous sommes tous partis du même côté et elle a fini par valider. Donc, nous avons un poids. Mais par moment, lorsque vous vous retrouvez avec des élus qui ne savent même pas ce qu'ils sont allés faire là-bas, vous vous retrouvez donc dans le sous-développement. Il faut savoir que les bas-fonds, les villages doivent être développés par des mairies. L'État n'est pas là pour aller faire une route latérisée qui relie peut-être mon village à Ban à un autre village en Ngongo. Ça, c'est le travail du maire. Parce que la nationale numéro 3 passe déjà, qui m'accompagne à aider à Kribi, à Yaoundé. Qui elle-même est dans quel état? Non, là-bas, c'est une autre préoccupation. Maintenant, donc, j'insiste un peu sur le fait que je parlais des opérateurs économiques par rapport à notre balance commerciale. Citez-moi, je pense que je peux en citer 3 seulement au Cameroun, qui fabriquent la richesse, c'est-à-dire qui créent la richesse, qui produisent quelque chose. Vous allez voir, la plupart des opérateurs économiques, les conteneurs arrivent, ça porte des véhicules, on les revend ici, d'autres transportent des habits, d'autres c'est les téléphones, personne n'excelle. Quel est l'opérateur économique au Cameroun qui crée les téléphones? Quel est l'opérateur économique au Cameroun qui peut créer même le simple micro que vous avez là? Mais l'État en fait quand même quelque chose. Le ministère du Commerce accompagne
le ministère de l'Agriculture accompagne avec certains projets. C'est vrai qu'à ce niveau, ce n'est pas encore trop ça, mais c'est aussi ça. Donc, le sous-développement au Cameroun, des villes au Cameroun, repose sur 3 piliers. Le pilier de l'extérieur avec le colonisateur, qui est même le pilier le plus important qui nous retient dans le sous-développement. Le deuxième pilier, c'est le fait que nos opérateurs économiques ne créent pas de la richesse, ne créent pas de la valeur ajoutée. Le troisième pilier maintenant, c'est, je vais dire, nos mairies, nos collectivités territoriales décentralisées qui commencent à comprendre mais ne comprennent pas. Et que dire alors des politiques publiques qui semblent être le sérieux problème, le véritable problème, les politiques publiques? Oui, vous savez, les politiques publiques reposent sur la Constitution. Là, on a la preuve avec une décentralisation qui va pas d'escargot, par exemple. Oui, j'en venais, parce que je vais vous dire, les gens pensent que Paris ne s'est pas fait en un jour. Le Cameroun est une jeune économie. Le Cameroun est une jeune économie qui se développe du jour au lendemain. Vous voyez, ce n'est que hier que le président Paul Biya a mis sur pied véritablement l'État unitaire décentralisé. Et elle va s'implémenter avec le temps. Elle va s'implémenter avec le temps. Donc, il faut que les Camerounais prennent leur mal en patience. Et aussi, je voudrais dire aux Camerounais de travailler avec beaucoup d'ardeur. Parce que lorsque vous avez connu une forte colonisation, il a fallu que la Chine se rétracte et que les Chinois travaillent longuement et qu'ils travaillent durement pour qu'ils se développent. Donc, les Camerounais doivent comprendre avec l'accompagnement des pouvoirs publics. Oui, notre avenir nous appartient. Et que nous devons respecter les institutions. Tant que les Camerounais ne respectent pas les institutions, nous ne pouvons pas avoir le développement. Je vais vous dire une chose. Quand je comprends comment le militant du MRC dit qu'il y a des prisonniers politiques, les prisonniers qui sont à Kondangi actuellement, ce n'est pas des prisonniers politiques, c'est des repris de justice. C'est-à-dire qu'il faut que nous repris de justice, ça veut dire qu'on a été en prison, on a été repris. Oui, vous savez, lui par exemple, il était en prison aussi. Parce que quoi? Il était en prison, pourquoi? Parce qu'il a fait ce qui est hors la loi. Vous savez, c'est pas parce que vous avez cassé. S'exprimer. Non, attendez, vous pouvez même vous exprimer. Écoutez un peu, j'aime à le dire. Admettez un peu une image. Vous arrivez dans une salle de classe, tous les élèves sont calmes, mais les garçons sont torse nus, les filles ont les pieds posés sur la table. Mais tout le monde est calme. Il y a du désordre, mais le désordre se fait dans l'ordre. Il faut que les Camerounais comprennent que tout ce qui est interdit par la loi, à un moment donné, c'est du désordre. Si on a dit que personne ne doit plus parler à un moment donné et que vous parlez, vous faites du désordre. D'accord, mais il faut que cette loi s'applique à tous. Hein. Oui, elle s'applique à tout le monde. Là, il y a un problème. Tout à l'heure, vous avez évoqué les mairies tout à l'heure. Je puis vous rassurer que le directeur de publication de Politics Hebdo a une profonde connaissance de comment est-ce que fonctionnent les mairies. Il y a beaucoup travaillé. En sa qualité de journaliste d'investigation aussi, Guy, Laurent Kwam, le sous-développement du Cameroun dans son ensemble. On a évoqué les villes, mais bon, chacun dans son village peut parler d'une ville. Hein. On sait que le Cameroun a un sérieux problème de sous-développement. Pour Jean-François Yenga, la faute est aux collectivités territoriales décentralisées qui elles-mêmes crient tous les jours qu'elles n'ont pas de moyens et crient vers le pouvoir central qui tarde toujours à courir, à promptement répondre à leurs sollicitations. Sylvestre, il y a beaucoup d'incongruités qui ont été dites sur ce plateau, à peine le plateau commencé. Et je n'ai pas envie de répondre à tout, parce qu'on va aller à l'essentiel de la thématique que vous nous avez apportée ici. Mais juste rappeler à notre contradicteur du RDPC que ce n'est pas parce qu'on fait la prison qu'on est un délinquant. D'accord? Vous pouvez être prévenu. D'ailleurs, nous avons été en prison, on n'a jamais été jugé. On a été relaxé simplement et purement sans procès. Ça veut dire qu'on était retenu en otage par la dictature reptilienne qui a lieu au Cameroun aujourd'hui. Bon, allons dans le thème qui nous est proposé ce matin. Je le relis. Sous-développement des villes au Cameroun, conséquence d'une trop centralisation du pouvoir. Il me semble que c'est une interrogation. C'est une interrogation. Voilà. Donc, quand vous avez suivi les développements de mon prédécesseur, vous avez bien vu, je crois que vous n'avez peut-être pas bien résumé son propos. Pour lui, tout le monde est responsable, sauf le responsable. Il vous a dit que les opérateurs économiques ne produisent pas de la richesse, donc en fait pour lui, les responsables, c'est les hommes d'affaires, c'est les opérateurs économiques. Il vous a dit que le problème, c'est la monnaie, donc c'est toujours pas le responsable des politiques publiques qui est mis en cause, mais ce serait un colonisateur
qui nous empêcherait de mettre en place des politiques publiques pour que le pays puisse décoller. Il vous a dit enfin, il vous l'a dit lui-même, que la colonisation nous empêche de faire ce qu'il y a à faire pour notre pays. Donc, visiblement, dans cette analyse, il n'est pas question pour le représentant du RDPC de toucher à la moindre responsabilité, de celui qui dit avoir été élu et qui usurpe la légitimité du pouvoir exécutif dans ce pays. Moi, je voudrais dire une ou deux choses qu'il a malencontreusement, peut-être de manière expresse, refusé de dire. D'abord, de manière positive, les opérateurs économiques ne peuvent fonctionner que dans un cadre normatif et incitatif que l'État organise. Donc, vous allez voir aujourd'hui, prenons un secteur, pour lui répondre directement, prenons un secteur comme celui de la friperie. C'est vraiment du pur bail en salam d'une technologie que les Camerounais sont capables d'implémenter sans avoir besoin d'aller chercher autre chose ailleurs. Si l'État décide qu'on ne va plus faire entrer, comme j'ai vu au Burkina Faso, qu'on ne va plus faire entrer de la friperie à un certain seuil dans ce pays, tous les couturiers camerounais vont avoir des choses à faire. On va nous coudre des habits, comme je vois mon ami Guy Hervé Fongan. Regardez le vêtement qu'il porte sur lui. Ce n'est pas un vêtement qui a été fait ailleurs. Donc on a au marché central, au marché Kololoun, allez-y, je suis allé là-bas il y a un mois. Un de mes amis m'a fait pénétrer dans ce marché chez les couturiers. Les gars vous fabriquent des choses extraordinaires. Et parfois ils vont vous mettre ils trichent un peu. Ils prennent des marques reconnues, qui collent sur des vêtements qu'ils ont fabriqués au marché central. Et il y en a donc qui prennent ces vêtements en croyant qu'ils viennent de l'extérieur. Donc je crois que ce qui est mis en cause ici, c'est les politiques publiques. Je vais prendre un autre secteur. Aujourd'hui, on exporte énormément de poissons au Cameroun. Il parlait de balance commerciale. C'est une affaire qui nous fait déséquilibrer la balance commerciale du Cameroun, l'exportation du poisson, du maïs, du riz et que sais-je encore. Mais allez voir, plein de jeunes se lancent dans la pisciculture. Allez voir combien coûte le sac d'aliments. Parce que des gens bavardent sans savoir exactement ce qui se passe sur le terrain. Allez voir combien coûte le sac d'aliments. Ils vous diront pourquoi ce sac d'aliments coûte cher. Simplement parce que l'État a décidé que la douane va être une douane asphyxiante pour tous les opérateurs économiques qui se lancent dans ce secteur. Je prends un troisième exemple. Vous avez des jeunes ingénieurs aujourd'hui au Cameroun qui sortent, on en a parlé dans le domaine du développement durable, qui sont nombreux à être formés dans nos écoles supérieures de formation technologique. Ils sortent. J'ai vu un jeune, par exemple, deux jeunes, ils ont travaillé sur le même projet, qui ont fabriqué une couveuse. Il y a eu des fabrications de couveuses, il y a des gars qui ont fabriqué des appareils... des drones. Oui, des drones, non, je parle surtout dans le domaine de la santé. De la santé. Oui, pendant le corona, nos appareils qui nous donnaient un peu d'air. Il y a même eu un cardiopade qui a été fabriqué par exemple. Mais je parle de ceux qui, de manière prégnante dans la réalité, les appareils qui nous permettaient de donner de l'oxygène à nos patients. J'ai vu deux projets de jeunes qui ont fabriqué ces appareils au Cameroun. Donc, qui ont la technologie et qui ont la technicité nécessaire et qui ont eu l'éducation adéquate. Mais quand je regarde ces jeunes, j'ai envie de pleurer. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils vont faire de l'expertise qu'ils ont acquise à force de travail? Rien. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un programme du gouvernement qui accompagne l'industrialisation. Allez voir ce que le JICAM, allez voir toutes les propositions. Je crois que le JICAM a sorti un livre blanc, des propositions qu'ils ont faites au pouvoir central pour qu'on puisse lancer l'industrie au Cameroun. Qu'est-ce qui en est fait? Rien. En réalité, ce que le représentant du RDPC ne veut pas dire, c'est que l'État ne fait rien. Et c'est l'État qui a tous les moyens. Donc il y a un problème avec les politiques publiques. Je dis que l'État ne fait rien et c'est l'État qui a tous les moyens. Et on revient donc sur la thématique du jour quand on parle de trop centralisation du pouvoir. Le Cameroun fonctionne aujourd'hui avec un budget qui est peu ou prou environ à 5 000 milliards aujourd'hui. Moi j'ai envie de demander à nos amis qui nous écoutent d'aller lire l'économiste Dieudonné Essomba, qui est un féru de ces questions budgétaires et de politique publique et d'économie et de macroéconomie, on va le dire comme ça. Mais il vous dit qu'aujourd'hui, l'un des problèmes qu'on a, c'est la répartition des richesses. C'est-à-dire que si on a 5 milliards, il y a des gens qui ont décidé de rester à Yaoundé et de gérer ces 5 milliards tout seuls.
C'est-à-dire, comment est-ce que vous avez l'impression qu'en un an, un gars peut être sur tous les fronts? Il peut être à l'extrême nord, il peut être au nord, il peut être à la Damawa, au centre, au sud, à l'est. Donc, il suit tous les projets au même moment. Et vous croyez qu'il peut avoir une certaine efficacité? Non. Il est question de faire quoi? Il est question de faire comme le demandent nos amis anglophones avec prégnance. Il est question de faire comme demande le MRC avec insistance depuis 2013. Il est question de faire comme nos amis du PCRN demandent depuis un bon bout de temps. Parce que bon, on voit bien qu'avec la question du fédéralisme communautaire, ils ont lancé un débat qui est assez également intéressant. Mais depuis 2013, le MRC dit qu'il faut qu'on passe à la régionalisation. Depuis 2013, ce discours n'a pas été écouté. Nous sommes allés... Il y a les conseils régionaux désormais, non? Non, c'est pas de cela. Je poursuis. On était en 2013, il n'y avait pas de conseils régionaux. Il a fallu que les corps tombent à Boya pour qu'on nous fasse une fausse avancée dans ce qui était pourtant déjà prévu dans la Constitution. En 2016, la crise anglophone, en 2016, la crise anglophone commence. Le MRC trouve que voilà, la régionalisation ne peut plus être une réponse. Hein? Une réponse aux nécessaires réformes institutionnelles qu'il faut dans ce pays. Un journaliste m'a dit, mais quelle est la position exacte du MRC? Je la reprends ici. En ce qui concerne les réformes institutionnelles, l'une des premières réformes que nous avons demandées après la régionalisation, c'était de dire on ne peut même plus, il n'est plus possible que la régionalisation réponde aux crises que nous avons aujourd'hui. Il est important de passer au fédéralisme. Mais Maurice Kamto l'a dit après notre sortie de prison, quand on lui a parlé, mais de quelle est la forme de fédéralisme que vous proposez? Nous ne proposons pas un fédéralisme précis au Camerounais. Nous disons, nous allons présenter au cours des débats les enjeux du fédéralisme au Cameroun, aux Camerounais, et ce sera aux Camerounais de choisir la forme de fédéralisme qui est efficace ou bien qu'ils souhaitent. Aujourd'hui, les textes du Cameroun, seulement là-dessus. Ce sera un référendum alors? Oui, nous avons proposé de faire un référendum pour que les Camerounais s'expriment sur la forme de fédéralisme qu'ils veulent bien. Parce que chez nous, on parle d'une démocratie participative, pas d'une démocratie confisquée. Mais je vais chuter pour que les autres puissent aussi prendre la parole en disant que même ce qui est prévu aujourd'hui au Cameroun en termes de décentralisation, c'est de faire une dotation de 15% du budget du Cameroun aux collectivités territoriales décentralisées. Ce n'est même pas péniblement que ces 15% ne sont pas donnés. Les 15%, ces collectivités territoriales ne les ont pas. Or, c'est avec ces 15%, parce que notre ami parle de la monnaie. Quand vous dites que la monnaie nous empêche de décoller, peut-être que la monnaie aurait permis d'avoir 2000 francs dans votre portefeuille et aller au marché. Mais on vous dit que vous avez, ok, la monnaie vous empêche d'avoir les 2000 francs, vous avez 1000 francs. Qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que ces 1000 francs-là, vous les gérez de manière efficace? Vous allez vous rendre compte que non. Pourquoi? Parce que dans notre pays, il y a encore les problèmes de corruption. C'est chaque projet qu'il y a, les gars détournent de l'argent. Il y a des problèmes de détournement de fonds publics. Tout ça, c'est à mettre à l'actif de qui? À l'actif de ceux qui sont en train de nous gouverner aujourd'hui de manière injuste. Qui, par contre, tous ces détourneurs de fonds publics, on ne leur fait presque rien. La corruption, elle est l'incident. Beaucoup sont en prison, Guy Laurent quoi. Non, écoutez, beaucoup sont en prison. Quelle est la pondération de ceux qui sont en prison et de ceux qui se baladent? Quand on vous parle d'injustice, ce n'est pas de la blague. Vous ne pouvez pas développer un pays. Allez-y chuter. Oui, je chute. Vous ne pouvez pas développer un pays si la justice elle-même ne marche pas. Tenez. Les militants du MRC n'ont fait que revendiquer une bonne gouvernance dans ce pays. Ils ont revendiqué que les élections se passent de manière transparente. Ça fait 2 ans que nous sommes en prison en permanence parce qu'on manifeste de manière pacifique. Voilà le secrétaire général du RDPC qui a pourtant vu pendant le renouvellement des organes de base de son parti des gars qui ont tué, qui ont cassé, qui ont pillé, qui ont brûlé. Et le secrétaire général du RDPC vous dit que les élections sont passées de manière parfaite et que tous les élus sont des élus. C'est son avis. Normalement, ce n'est pas un avis, c'est un mensonge. Ce n'est pas un avis, monsieur. Ne dites pas, apprenons dans ce pays à avoir un minimum de consensus sur la vérité. Ce n'est pas un avis. Vous avez vu une sous-préfecture, une maison de sous-préfet être brûlée. C'est un fait. Et vous, les journalistes, vous êtes là pour les faits. Ne dites pas que c'est un avis. À un moment donné, l'avis, c'est sur les idées. Mais quand c'est sur les faits, il me semble que la vérité, d'accord, mais merci, c'est un mensonge. Alors, Lionel Dama,
Oui, Sylvestre, la question qui est posée sur la table aujourd'hui est vraiment très évocateur. Elle est très importante. J'ai suivi tous nos copanélistes ici, mais je voudrais dire un certain nombre, je voudrais relever un certain nombre de choses. Lorsque notre copanéliste du RDPC dit que en fait, il jette l'anathème sur les opérateurs économiques pour dire que les opérateurs économiques ne font pas ce qu'il faut. C'est vraiment très grave parce que si vous interrogez les opérateurs économiques aujourd'hui, Sylvestre, je crois que vous couvrez souvent les assises du GICAM. Ils ont une panoplie, ils ont une panoplie de revendications à faire à l'État du Cameroun. Vous connaissez comment la fiscalité aujourd'hui se passe. Vous ouvrez une entreprise aujourd'hui, 2 ans après elle ferme. Parce que les impôts, on vous tient jusqu'à la gorge. Pression énorme. Deuxième chose, le GICAM même, qui est l'organe, n'est-ce pas, qui regroupe les entrepreneurs au Cameroun, n'est pas du tout écouté. Toutes les propositions que le GICAM fait ne sont pas écoutées. À un moment donné, je me pose souvent la question de savoir qui sont même les conseillers du chef de l'État. Est-ce que ces gens même, c'est des personnes, on nous fait savoir que c'est des intellectuels, mais la façon dont le Cameroun fonctionne, je me pose la question si c'est vraiment des intellectuels. Des humains, à la limite. Le GICAM qui fait face aux problèmes sur le terrain, pour faire un nombre de propositions, ces propositions ne sont jamais prises en compte. Deuxième chose, lorsqu'on parle, on parle de la production. Si au Cameroun aujourd'hui, si le Cameroun n'est pas un État industrialisé, c'est à cause du Cameroun lui-même et de sa gouvernance. Tout simplement pourquoi? Parce que, je vais vous dire une chose, l'État du Cameroun ne veut pas que ce pays se développe. Parce que l'État du Cameroun a mis la douane et a estimé que la douane, vous savez... C'est difficile à comprendre quand même qu'un gouvernement ne veut pas que son développer le pays. Je vais vous expliquer. La douane est le 40e contributeur au budget du Cameroun aujourd'hui. Ça veut dire que l'État du Cameroun se plaît aux importations. Parce que ça fait la entrer douane, beaucoup les impôts, ça suffit pour eux. Oui, ça suffit pour eux. Ça fait entrer beaucoup d'argent. Je vous parle en tant qu'opérateur, je suis transitaire. Je sais de quoi je parle. On vous dit la mercurale d'un conteneur de carreaux, c'est 8 millions, par exemple. Vous savez combien de conteneurs entrent par jour? Ça les arrange. Est-ce qu'ils réfléchissent qu'il faut créer une industrie, il faut créer une industrie locale de fabrication de carreaux? Non. Non, pas du tout, parce que c'est un argent frais, ça entre là. Si vous ne payez pas, ça ne sort pas. Votre conteneur ne sort pas. Donc c'est un argent frais. Ils ne souffrent de rien. Donc ils aiment ça. Et c'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Donc c'est eux-mêmes qui sont responsables de ce non-développement. En plus, vous allez parler même de la production. Ils vont travailler avec quoi? Vous n'avez pas de connexion. En plein Bonanjo, toute une demi-journée, il n'y a pas d'électricité. Vous allez implanter une usine qui demande une capacité énergétique assez forte. Vous n'avez pas de connexion économique qui va faire l'énergie. Vous n'avez pas de connexion. Parce que vous aurez du personnel. Il faut travailler. Vous savez, aujourd'hui, c'est essentiellement par mail qu'on travaille en entreprise, même si on est dans des bureaux. Vous voyez un peu. Vous allez travailler avec quelle connexion? C'est l'opérateur économique qui doit mettre cette connexion. Après, maintenant, les routes, lorsqu'il va faire entrer les matières premières, faire sortir la production, ça va passer sur quelle route? Donc, il y a tout un ensemble de choses qui doivent d'abord être prises en compte, n'est-ce pas, pour que ce pays s'industrialise. Il y a une deuxième chose que vous ne savez pas. Pour s'implanter au Cameroun, vous venez avec un projet pour l'implanter au Cameroun. Rien que la corruption, c'est-à-dire rien que ce qu'on vous demande en termes de corruption pour implanter votre entreprise, mais vous fuyez. Il y a eu beaucoup de projets comme ça, beaucoup de personnes qui sont entrées au Cameroun avec des projets qui devraient recruter 500 000 personnes, des emplois directs et indirects et faire travailler certaines PMI et PME camerounaises. Mais je vous dis, les gars sont repartis. Si tu voyez pas 10%, vous voyez la situation de Néo aujourd'hui, Néo Industrie, qui a pourtant bénéficié de toutes les exonérations en termes de douane. C'est-à-dire que tout ce qui entrait pour la production de cette industrie, aujourd'hui, ils sont à l'agonie. Néo ne fonctionne pas. Il ne fonctionne pas parce que la matière première, ceux qui sont les opérateurs de cacao au Cameroun préfèrent vendre à l'euro. Et tous sont du RDPC et c'est des hauts placés du RDPC. La maman qui est dans mes champs au village n'est pas du RDPC qui vend son cacao. Vous voulez parler des grands... Écoutez comment je vous dis comment ça fonctionne. C'est eux, ces opérateurs économiques qui vont acheter en brousse chez ces mamans-là et regroupent soit au port dans des... Ils ne sont pas tous du RDPC. Non, qui font l'accaparement des terres. Ceux qui font l'accaparement des terres ils ne sont pas tous du RDPC, Lionel. Je ne donne pas les noms, mais je vais vous dire que les 2 et 3 plus grands exportateurs de cacao au Cameroun sont du RDPC. Il y en a un
il y a un qui est même président du groupe parlementaire. Et il y a celui qu'on appelle, je crois, le pape du cacao. Je vous dis qu'il y en a. Dans la villa, la villa Yaoundé. Il n'y a pas de plantation de cacao. Il n'y a pas de plantation de cacao. Il n'y a pas de plantation. Ah bon? Président, non, comment? Qu'est-ce que vous en savez? Il y a un qui est président du groupe parlementaire RDPC à l'Assemblée nationale depuis 1990. Donc je sais de quoi je parle. Je sais de quoi. Je vous dis que je vous dis que je sais de quoi je parle. Maintenant, je veux continuer en parlant des institutions qui ont été mises sur pied, n'est-ce pas, pour booster le développement, comme le PIACI, le PAGEU. Mais je vais vous poser une question. Vous connaissez où se trouve la délégation du PAGEU à Douala? Ou bien c'est la délégation de la jeunesse là-bas à Bonadjo. Bon, ok. Vous avez déjà vu les gens là-bas? Pour vous dire que rien n'est fait, n'est-ce pas, pour le développement. Parlons de la dotation aujourd'hui, la dotation des 15%. Je le dis tous les jours. Ce mandat qui vient d'être fait, ce mandat qui vient d'être pris, va finir sans cette dotation. Ça, ne vous y attendez pas. Et je veux dire à mon collègue de Mbankomo que mes camarades, dans la localité de Mbankomo, ils ont coalisé avec le PUS pour aller aux élections. Ils ont commencé à les pourchasser jusqu'à prendre la machette blessée. Non, jamais. Nous n'avons pas besoin de ça. Je sais de quoi on n'est plus dans la thématique là. En fait, c'est que vous, on a vu d'accord. Ce que j'ai pu... Gervais Fongan. Sur la question du sous-développement des villes au Cameroun, le Cameroun dans son ensemble, on sait que le pays a un sérieux problème de sous-développement. Doit-on attribuer cela à quoi? À la trop centralisation de pouvoir à Yaoundé? J'ai envie de dire que c'est une vérité de la palisse et qu'on enfonce des portes ouvertes. Parce que la thématique, la réponse est dans la formulation de la thématique en elle-même. Sous-développement au Cameroun, conséquence d'une trop grande décentralisation. C'est une évidence. D'une trop centralisation du pouvoir. Voilà. Et c'est une évidence d'autant plus que le Cameroun, comme la plupart des États francophones, ont hérité du jacobinisme français. C'est-à-dire qu'un État qui est essentiellement centralisateur, qui contrôle tout et qui ne veut rien lâcher. Donc c'est une évidence. Ceux qui ont un minimum de culture le savent. Et tel que c'est structuré dans notre environnement au Cameroun, vous avez très bien vu que chez nous ici, l'État a quasiment abandonné ses missions régaliennes. Les quelques rares fois où l'État essayait de s'impliquer dans le développement de nos localités, c'était à travers les fameux projets de comices, les soupçons de développement qu'on a observé dans notre pays. C'était avec le comice de Boya en 73, c'était avec le Gangangodré en 74, il y a eu Bafoussam en 77, il y a eu Bertrand en 77, il y a eu Bamenda, il y a eu Marois. Il y avait aussi ces plans quinquennaux. Voilà. Donc c'est les rares moments où on a eu des éclairs de lumière, de soupçons de développement. Et cette ville, aujourd'hui, depuis ce temps, il n'y a pas grand-chose qui a été fait. Vous vous rappelez, c'est une des raisons pour lesquelles le tout dernier commis, celui des Bolova, avait été longtemps critiqué, parce que ceux qui étaient défendus sur ce projet à l'époque estimaient que cette région ne méritait pas un commis au rabais, parce que les autres régions du Cameroun avaient bénéficié. Et il y a d'ailleurs des chantiers initiés lors de ce commis qui ont été achevés 10 ans après, 10 ans plus tard. Comme beaucoup d'autres chantiers qu'on a remis au calendrier grec, il y a un hôtel, par exemple, au le fameux commis de Bolova, dont jusqu'à aujourd'hui on attend que les fruits tiennent la promesse des fleurs. Donc, les chantiers comme ça, on peut en égrener jusqu'à demain matin qu'on n'en sortira pas d'ici, les chantiers qui n'ont pas été terminés. Donc, simplement pour dire que le régime actuel n'a pas, à l'épreuve des faits, ne donne pas le sentiment de vouloir vraiment accélérer la décentralisation. On en parle depuis 1996. Et on a du mal à lâcher du laisser-prendre parce que il s'agit de contrôler la manne financière, de contrôler l'argent et de contrôler le pouvoir. Aujourd'hui, et les dégâts sont... On aurait pu ajouter dans la formulation de la thématique l'impact que ce freinage, que ce refus d'appliquer la décentralisation a sur notre vivre ensemble. Aujourd'hui, un des malheurs que vit notre pays, c'est justement parce que l'État veut tout concentrer sur lui à Yaoundé et qu'il ne veut rien lâcher. C'est pour ça qu'on a
on a des tensions un peu partout. L'inégalité de la répartition dans la répartition des richesses. C'est un problème de mal-gouvernance qui est généralisé. Quoi qu'on dise, tout est le nozo s'embrase aujourd'hui, c'est parce que à la base, quand on a le courage, je vais dire, c'est un problème de mal-gouvernance. Et dans l'économie de la guerre, vous avez certains dans le sérail qui tirent le pain du jeu et qui se plaisent dans cette situation-là. Maintenant, est-ce qu'on peut dire avec certitude que tout ce qu'on observe comme conséquence est du fait du pouvoir central? On peut le dire en évoquant un certain nombre d'éléments qui sont visibles et palpables par tous, vérifiables et donc infalsifiables. Voyez-vous, dans nos collectivités territoriales décentralisées, la plupart des mairies avec lesquelles j'ai fait beaucoup de travaux ces jours, vous disent que tous les 15% sont quasiment insuffisants. Encore que ces 15%, ils ne les ont même pas encore, ils ne peuvent pas faire grand-chose avec parce que l'État avait tout concentré. Si vous prenez un arrondissement comme dans la 3e... Et peut-être, pour rester peut-être là-dessus, est-ce que vous savez qu'il y a des parlementaires qui sont en train de faire une levée de bouclier pour mettre la pression pour que l'État annule cette dotation-là, parce qu'ils estiment que celle qui revient aux parlementaires de 8 millions de francs CFA insuffisante, ils demandent au-delà de 100 millions de francs CFA par député pour pouvoir réaliser des micro-projets. Ben, c'est une vérité. Attendez les prochaines sessions. Il y a des choses qui arrivent dans les prochaines sessions. Non, ça, c'est les parlementaires du RDPC. Est-ce qu'un parlementaire a pour rôle... Oui, mais le parlementaire vous dit que 8 millions... Est-ce qu'un parlementaire a pour rôle... Ils n'ont même pas besoin de ça. Non, je voulais juste renchérir. C'est vrai que le MLC n'a pas de parlementaire. Je vous donne la parole tout à l'heure. Allez-y, Guy. Mais il n'y a pas que les parlementaires du RDPC à l'hémicycle. Allez-y, Guy. Allez-y. Je crois qu'il n'est pas sérieux. Allez-y, Guy. Son version n'est pas sérieux. Au moins, eux, ils ont les 8 millions. Je veux dire que si on ne peut rien faire avec 8 millions, c'est pas avec 50 millions qu'on fera grand-chose. Un forage, ça coûte à peine 500 000. Je veux dire que si on connaît les parlementaires à l'hémicycle qui sont à 2-3 mandats, dont on ne peut pas, de manière concrète, identifier ce qu'ils ont réalisé comme micro-projet. Donc je pense que c'est de l'enfumage. Il faut qu'on doit renforcer les capacités des maires qui puissent eux-mêmes décider de leurs priorités et avoir les budgets dédiés. Et puis le parti au pouvoir, le parti État est tellement vicieux, tel qu'on a l'impression qu'ils prennent du plaisir à voir les collectivités territoriales s'enfoncer. Effectivement. Si je vous prends le Mungo par exemple, jusqu'ici, il y avait l'arrondissement de Mbanga par exemple, qui coiffait tout le Mungo en termes de collectivités territoriales décentralisées. Aujourd'hui, ils sont allés saucissonner. On a créé une mairie à Mombo. Il y a l'homme qui est apparu. Et vous allez voir que cette division exprès qui est faite par le sérail a contribué à fragiliser ces mairies-là. Non seulement du point de vue des ressources matérielles et même des ressources humaines. Non, parce qu'ils ont compris qu'avec la réputation de zone qui est très frondeuse et très antipathique vis-à-vis du sérail, il fallait saucissonner comme ça pour pouvoir avoir quelque part de voix. Ici, vous prenez Douala 3e, par exemple. Ils ont ce qu'ils appellent dans leur jargon les grands comptes. Tout ce que vous avez comme grande entreprise, c'est valable même pour Douala 1er, ne reverse aucune taxe aux collectivités territoriales décentralisées. C'est-à-dire que toutes les recettes vont directement à Yaoundé, au FECOM, et les mairies ne perçoivent pas grand-chose, pour ne pas dire rien du tout. Et cette situation n'est pas de nature à accélérer le développement et à permettre aux collectivités territoriales de créer les conditions pour améliorer la qualité de vie des populations. Vous vous souvenez très bien le fameux conflit qui dure depuis des années entre le maire de Douala 2e, Denis Sampou, sur le marché central. Et la mairie de la ville, communauté urbaine à l'époque. Oui, la communauté urbaine à l'époque, le marché central, où elle estimait que en fait, les recettes du marché central doivent être collectées par sa mairie, mais la communauté urbaine s'y opposait brutalement. Or, il y a un texte de loi qui est clair, qui attribue la gestion des marchés aux mairies. Sauf que personne ne veut appliquer cette loi et tout le monde la connaît. Avec la pression du parti État, ils font même basse.
sur ces recettes-là et ils plombent le développement des mairies. Donc, des exemples comme cela, on peut les citer dans plusieurs localités du Cameroun pour illustrer à suffisance qu'en réalité, il est difficile pour le pouvoir en place. Il y a comme, donc pour vous, ça revient à ce que disait Guy Hervé Fongan, c'est un problème de politique publique. Guy Laurent. Guy Laurent, pardon. Vous êtes des Guy, hein? L'autre Laurent, l'autre Voilà. Hervé. Donc il est à l'épreuve de la réalité, il est difficile pour le pouvoir en place. On voit bien que ils ont du mal, c'est plus fort que de le lâcher du lest et de permettre aux mairies d'être autonomes, de s'auto-gérer, de définir leurs priorités, de développer des sources de financement et d'améliorer la qualité de vie des populations. Et tel que c'est parti, il faut désespérer la situation dans laquelle on est absolument, parce que tel que même il y en a qui parlent du fédéralisme, il y en a qui parlent de régionalisation, même la simple décentralisation, on a du mal à l'implémenter et ça donne des raisons vraiment de désespérer, de croire qu'on peut encore penser que ce parti-État pourrait nous apporter quelque chose de positif. D'accord, vous aurez remarqué que le premier temps de parole chacun, ça a été fait soit que chacun puisse s'exprimer de manière assez longue. Là, top chrono, il nous reste 10 minutes pour la fin de l'émission, donc chacun va essayer d'être mesuré pour son dernier tour. D'abord, vous, Jean-François Yinga. Ok, merci une fois de plus de me passer la parole dans ce somptueux studio d'audace que je découvre et j'en félicite beaucoup. Merci. Et cela prouve quand même que les Camerounais, pour certains, essayent d'accompagner le gouvernement dans la franchise et dans les réalisations. Et nous invitons donc tout le monde, parce que vous allez remarquer, le sous-développement vient aussi du fait que les partis d'opposition n'aident pas dans la construction. On reconnaît les partis d'opposition dans les grands discours, dans les grands livres, et je vous rappelle déjà que lorsqu'ils écrivent même ces livres-là, c'est pour créer du buzz, c'est pour essayer de se faire entrer un peu d'économie. Mais leur rôle, c'est d'abord de contrôler l'action gouvernementale. Oui, ça c'est vrai. Et vous savez aussi qu'aucun parti politique au Cameroun de l'opposition n'est fondé sur une base économique. Toute leur économie ne vient que de l'extérieur. Et d'autres, parce que ça aussi il faut le dire, d'autres ont des contrats avec ceux qui veulent faire couler le sang dans ce pays. C'est de là que vient leur financement. Vous avez la preuve de ce que vous avancez? Je sais de quoi je vous parle. Nous avons des vidéos. Nous avons des vidéos où ils partent faire des réunions. Vous avez vu Maître Aliscom, vous avez vu, ils sont nombreux. Elle est de quel parti, Maître Aliscom? Elle est du MRC. Est-ce que Maître vous ignorez? Aliscom? Oui, je vous dis. Et non, écoutez, c'est moi qui parle, non? Parce qu'une fois que vous voyez l'alliance MRC-BAS et autres, ils partent se réunir en Europe. Donc, cela émane aussi, cela provoque aussi le sous-développement du pays. Aucun parti politique de l'opposition n'a une base fondamentale d'où il peut vous prouver d'où vient leur financement. Ils n'en ont pas. Nous, on en a. Les financements des partis d'opposition viennent du fait qu'ils cherchent à créer le chaos, ils viennent sur les plateaux de télévision, ils partent en Europe chercher des alliances avec des gens qui ont une vision noire, obscure. Ça dépend de ce que vous appelez le chaos. Dire que les choses ne marchent pas dans le pays, d'autres ont fondé leur économie sur des gros thèmes comme le fédéralisme, ceci, cela, ils écrivent des livres et tout ça. Tout ça n'apporte rien, dans l'évolution du pays. Ce que nous voulons, et là quand même, tout au moins, je voudrais en féliciter le PCRN, parce que nous voyons quand même certaines mairies qui portent l'estampille du PCRN et qui essayent de faire quelque chose, contrairement à certains partis politiques qui se sont érigés en ONG, comme le MRC, qui défendent mordicus les intérêts de ceux qui font du mal au pays. Alors ça apporte aussi le sous-développement. Guy Laurent. Le MRC ne peut pas être complice de ce qui ne marche pas. Il faut une rupture dans notre pays. Je ne vais pas aller dans le sens du représentant du RDPC pour passer aux propositions. Et vous dire par exemple que nous avions déjà proposé dans notre projet de société, pour ce qui est de la thématique qui nous réunit aujourd'hui, un nécessaire rééquilibrage. Donc il faut faire des réformes qui fassent un rééquilibrage par exemple entre le pouvoir exécutif, devenu trop fort pour que les politiques publiques puisse faire décoller le Cameroun et le faire sortir de sa misère. Un pouvoir exécutif devenu trop fort devant le Parlement. Le Parlement n'arrive pas à contrôler cet exécutif. La deuxième chose, c'est qu'il faut faire un rééquilibrage entre le pouvoir exécutif, là, le pouvoir central, parce que Guy Fongan parlait du jacobisme, pour que les Camerounais comprennent bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que toutes les décisions sont prises à partir de Yaoundé.
tous les contrôles sont faits à partir de Yaoundé. Comment est-ce que vous pouvez contrôler un projet à partir de Yaoundé, un projet qui a lieu loin là-bas, à l'extrême nord du côté de nos amis de l'extrême nord là-bas, de manière efficace? Donc, il est question de rééquilibrer le pouvoir entre de rééquilibrer les choses entre ce pouvoir exécutif devenu trop fort et les régions ou ce qu'on pourrait appeler État fédéré. Je voudrais dire que nous laissons le choix aux Camerounais de choisir la forme exacte de fédération dans laquelle nous devons nous engager au cours aussi, non pas seulement d'un référendum, mais d'un dialogue inclusif où tout le monde devra être écouté et de manière sincère. Je vous dis que si les réformes que le MRC propose sont faites, en 5 ans, nous allons vous faire oublier les fausses excuses de 40 ans de malgouvernance du RDPC. Je vous explique comment. Je vous ai dit que si on parvient à implémenter ces réformes et à faire par exemple que sur les 5 000 milliards du budget du Cameroun, qu'on puisse mettre 3 000 milliards à la disposition des régions ou des États fédérés. Vous allez voir que chaque région va gérer les questions d'eau. Il n'aura donc pas besoin d'attendre une SNEC pour que les populations puissent... Et les régions anglophones, le nord-ouest et le sud-ouest, avant qu'on unifie ce pays, ces régions-là ont expérimenté cette manière de gérer les choses. Hein. C'est-à-dire qu'elles-mêmes géraient leurs questions d'eau. On gérait ça au village. Donc je sais qui est le responsable si je n'ai pas d'eau chez moi. Il est là devant moi, je peux lui parler directement. Il me dit ce qui ne va pas ou qu'on prenne des mesures correctives rapides. Je sais qui gère la question d'électricité. Quand on a fait la décentralisation, quand on a régionalisé, qu'on a donné ses compétences aux collectivités locales, toutes ces questions sont gérées directement par les autorités. Pour chuter, Guy Laurent. Je vous ai pris le cadre de l'eau, je vous ai pris le cadre de l'énergie, je vous prends le cadre de l'aménagement du territoire, je vous prends le cadre de l'éducation. À ce moment-là, c'est la mairie qui sait combien d'enseignants il a besoin et combien dans ce qui lui a été donné comme dotation, il peut sortir pour payer les enseignants. On ne va pas attendre chaque fois que Yaoundé recrute les enseignants, attendre que Yaoundé nous envoie de l'eau, attendre que Yaoundé nous envoie de l'énergie, attendre que Yaoundé finance des projets d'industrialisation. Non, ce n'est pas normal. Dans un pays comme le nôtre, qui a 30 millions d'habitants, on ne peut pas se faire gérer par 15 personnes à Yaoundé qui décident de notre avenir à tous, en plus, de manière malhonnête, avec le vol, la corruption et le détournement qui vont avec. Lionel. Oui, ce qu'il faut d'abord dire, c'est qu'il ne faut pas se complaire dans des mots. Le Cameroun n'est pas un pays en voie de développement, comme on nous le fait croire. Le Cameroun est un pays sous-développé. Car il faut dire des choses comme telles qu'elles sont. Le Cameroun est un pays sous-développé. Parce que quand on parle de sous-développement, c'est qu'au Cameroun, nous manquons encore du minimum, en fait. Si vous n'avez pas d'eau, vous n'avez pas accès à des soins, ça c'est le B.A.-ba, c'est le minimum. On ne peut pas nous parler d'un pays en voie de développement. En voie de développement, ça veut dire qu'on est sorti quand même du minimum, mais il y a des besoins secondaires dont on en manque. Donc il y a déjà ça, il y a déjà ce qu'il faut dire. Et ensuite, il faut également dire que, parlant du budget, parce qu'on est dans l'économie, vous savez, la panoplie des ministères, n'est-ce pas, pour partager le gâteau national, pour positionner les amis et autres, ne nous fait pas du bien. Ça ne nous fait pas du tout du bien. C'est pourquoi nous, dans notre programme politique, nous avons proposé de réduire les ministères, Et donc le train de vie de l'État. Le train de vie de l'État. Parce que ce qu'on vous appelle aujourd'hui agence de promotion des investissements, ça peut être une direction au ministère du développement. Ça peut être une direction. Ça veut dire que lorsque vous avez un problème, peut-être les attributions qui relèvent de cette entité, vous venez, vous allez voir directement le directeur, n'est-ce pas, de cette institution au ministère du développement. Ça réduit systématiquement le train de vie de l'État et ça libère, c'est-à-dire cet argent-là, on le libère sur d'autres fronts. Et ensuite également, vous avez vu la dernière fois, le Premier ministre, lors des dernières tournées du Premier ministre dans les zones anglophones, il vient, il annonce la construction d'un port à Limbe. C'est un vieux projet. Mais c'est un vieux projet. Mais alors il y a d'abord un port qui a été construit à Kribi, qui n'est pas encore fini. Pour que le port de Kribi soit terminé, il faut encore au moins 10 ans. Au moins 10 ans, mais comment
vouloir donc construire un deuxième port alors que le premier n'est même pas encore fini. Tout ça, c'est l'embrouille. Il fallait commencer par Limbe d'ailleurs. Il fallait commencer par Limbe. Oui, donc maintenant, ils ont donc commencé sur Kribi. Il faut donc le terminer avant d'engager l'autre. Donc, on nous embrouille dans tous ces projets comme ça. Et puis, à la fin, on ne voit rien. Les éléphants blancs. Guervé. Non, le mot de la fin. J'ai envie de garder un brin de sortie quand même avec un brin d'espoir. Vous savez, on est passé des grandes ambitions aux grandes réalisations. Après, on nous parle des grandes opportunités. Sauf que ces opportunités, il faut qu'on ait la capacité, la lucidité de vraiment les saisir. Il est pas tard. Il est pas tard pour le parti État de se. Vous savez, moi, j'étais socialisé dans un moule catholique et je crois à la repentance. Il est encore possible pour le parti État de sauver ce pays parce que la décentralisation que nous appelons de tous nos voeux, si elle avait été implémentée depuis 1996 ou quelques années après, je suis convaincu de ce que les tensions qu'on observe dans le Nozo et ailleurs, on aurait pu éviter ça. Aujourd'hui, notre vivre ensemble n'a jamais été autant ébranlé et il est urgent pour nous. Pour les décideurs, le parti État de rapidement se réajuster, de rapidement se réajuster et de saisir toutes ces opportunités que nous offrent ces crises aussi justement pour se reformer, et qu'on ait le courage de prendre des décisions politiques. Ne dis donc pas qu'il faut toujours apprendre de ses erreurs. Le fédéralisme n'est pas la division, contrairement à ce que certains référaient du RDPC ont voulu faire penser aux Camerounais. Je voulais sortir peut-être en remerciant tous les politiques qui ont de manière très favorable accueilli des politiques hebdo, votre journal qui se comporte jusqu'ici assez bien. Donc tous ces millions de lecteurs là, je voulais leur dire que les fruits tiendront la promesse des fleurs. Mais merci. Nous allons travailler à améliorer cette ingénierie éditoriale. Rassurez-vous, nous allons vous y accompagner. Malheureusement, 2 secondes pour dire qu'on a dit quelque chose de très embêtant ici pour notre diaspora, parce que le RDPC veut créer des tensions avec tout le monde. L'argent qui vient de l'extérieur, si c'est l'argent des Camerounais, c'est très important pour notre tissu économique. La diaspora aujourd'hui dans le monde a un rôle important à jouer. Ici, le RDPC n'a pas besoin d'eux. Nous avons besoin de la diaspora. Mais merci. Comme nous avons besoin de merci à tous. Et de tous les Camerounais. Positif. Merci, malheureusement c'est terminé. Merci à tous les cadres d'avoir été là. On a besoin de tous les Camerounais. Retrouvez Stéphane Bondio juste derrière avec son invité. Quant à nous, nous vous donnons s'il peut être du rendez-vous lundi lorsqu'il sera 6h30. Au revoir.